La Russie bombarde l'Ukraine et seulement 48 heures après que les États-Unis ont décidé de couper toute aide militaire à l'Ukraine. Même le renseignement a été coupé, donc hyper facile de les attaquer désormais. Au milieu des décombres, les services de secours s'affairent pour sécuriser la zone. Non loin de là, une infrastructure énergétique a été visée par des drones russes. De nombreuses maisons et immeubles résidentiels ont été endommagés à la suite de l'attaque. Cette personne âgée est à bout. C'est la deuxième fois que des drones viennent détruire l'une de ses habitations. J'ai 81 ans. J'ai fui la guerre et maintenant la guerre me rattrape. Je ne sais pas quoi faire maintenant, ni quoi dire. J'ai 81 ans, j'aurais dû être tuée. Et comme ça, tout aurait été fini. Les sites énergétiques ukrainiens sont quasi quotidiennement pris pour cible par les drones russes, déclenchant des pannes d'électricité et perturbant les services de distribution d'eau et de gaz, comme ici dans la ville de Sloviansk, à 180 km de Kharkiv, également attaquée dans la nuit. Nous vivons seuls. J'ai un fils handicapé. Nous n'avons plus d'électricité ni de gaz. C'est sa chambre. Nous sommes cachés ici pour échapper aux tirs d'obus. À Odessa, les drones russes visent sans relâche le port de la ville, essentiel pour l'approvisionnement en vivres et matières premières des Ukrainiens. Sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Énergie ukrainien affirme que des mesures ont été prises pour stabiliser l'approvisionnement en énergie et en gaz, et s'insurge devant les agissements du Kremlin. La Russie continue son terrorisme énergétique et ne renonce pas à son objectif de nous priver d'électricité et de chauffage, causant un très grand préjudice aux civils ukrainiens. Cette attaque cette nuit avec cette pensée des Ukrainiens, est-ce que les Russes n'en profiteraient pas pour saturer le ciel en lançant beaucoup de drones, beaucoup de missiles pour user les stocks de missiles antiaériens ukrainiens, donc qui proviennent aussi de l'Amérique, afin qu'après ils ne puissent plus se défendre. Ça, c'est ce qui concerne les infrastructures civiles. Et puis il y a aussi la situation sur le front très complexe avec la suspension des renseignements américains. Certains soldats nous disent nous sommes coupés de certains systèmes, nous n'avons plus accès aujourd'hui aux cartes d'une entreprise américaine qui pouvait nous donner des emplacements stratégiques occupés par les Russes. Voilà à quoi sont confrontés les Ukrainiens qui nous décrivent un brouillard complet depuis au moins cette semaine. Hier encore, j'expliquais dans une vidéo que l'aide militaire américaine était si importante ou est si importante que sans ça, les Ukrainiens n'ont aucune défense. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Ils n'ont ni attaque ni défense dès que les Américains quittent. Et quelques heures après, me voici en train de sortir une vidéo où j'explique que la Russie vient de grandement affaiblir l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Russie augmente ses frappes ciblées sur le territoire ukrainien, visant des infrastructures essentielles au complexe militaro-industriel de tout le pays. Moscou a profité pour démentir toute réaction directe à la récente proposition de trêve formulée par Emmanuel Macron, affirmant que ces opérations militaires suivaient un plan qui était déjà établi, que ce n'était pas lié à eux. Donc, dans la nuit du 6 au 7 mars, l'armée russe a mené une série d'attaques de grande envergure à l'aide de missiles de très haute précision et des drones de combat. Ces frappes lancées depuis les airs, la mer et le sol ont visé des infrastructures énergétiques stratégiques qui alimentent les capacités militaires de l'Ukraine. C'était un coup très dur. Selon le ministère russe de la Défense, tous les objectifs ont été atteints, entraînant la destruction totale des sites ciblés. Ils ont bien dit destruction totale et que tout a été atteint. Toutes leurs cibles ont été atteintes. Entre le 1er et le 7 mars, il y a 7 frappes de ce genre qui ont été enregistrées visant divers sites militaires tels que les aérodromes, les dépôts de munitions, des infrastructures industrielles, des centres de commandement de drones, des bases navales ainsi que des zones de regroupement des forces armées ukrainiennes ou encore des zones de regroupement de mercenaires de nationalité étrangère. C'est-à-dire que depuis le 1er, ils enchaînent des frappes. Sauf que les frappes de ces dernières heures ont été particulièrement efficaces, étant donné qu'entre-temps, les Américains ont levé les mains. Interrogé sur ces attaques, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a refuté toute corrélation avec l'appel du président français à suspendre les frappes contre les infrastructures énergétiques aériennes et maritimes, tout en précisant que toutes ces actions s'inscrivent dans une stratégie définie visant exclusivement à affaiblir les capacités militaires et industrielles de l'Ukraine. Et dites-vous qu'ils ne se sont pas arrêtés là. De vendredi à samedi, du moins de la nuit de vendredi à samedi aujourd'hui, la Russie a enchaîné des frappes qui ont causé encore plus de dégâts. Parce que l'objectif, comme ils ont dit, c'est de grandement affaiblir l'Ukraine. Donc, même si à un moment donné, les États-Unis décident de réactiver l'aide, ils auront au moins déjà touché une grande partie des infrastructures stratégiques. Et ce sera difficile pour l'Ukraine de se remettre de ça. Malgré les menaces de Trump, la Russie poursuit ses frappes mortelles en Ukraine.
Les bombardements opérés par Moscou dans la nuit de vendredi à samedi ont fait 12 morts dans l'est du pays, ont annoncé les autorités et les secours ukrainiens. Les menaces de Donald Trump sur la Russie restent sans effet, en tout cas pour l'instant. Le président américain a beau avoir averti vendredi Moscou de sanctions bancaires, de sanctions et des droits de douane à grande échelle jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu et un accord définitif sur la paix soient conclus, cela n'a pas empêché Moscou de pilonner l'est de l'Ukraine, dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 mars, au lendemain d'une attaque massive de drones et de missiles sur les infrastructures énergétiques du pays. Analyse. Dans la soirée, les Russes ont frappé le centre de Dobropia, ville de la région de Donetsk. Au moins 11 personnes ont été tuées et 30 autres blessées, et 9 bâtiments ont été endommagés, ont indiqué les secours sur la messagerie Telegram. Un premier bilan de 4 morts avait été annoncé plus tôt par les autorités régionales. Dans la région de Kharkiv, également dans l'Est, un drone a frappé une entreprise civile de la ville de Bogodoukiv, a indiqué Oleg Sinogubov, chef de l'administration militaire régionale. Malheureusement, une personne a été tuée, son corps carbonisé a été récupéré dans les décombres, l'examen médico-légal est en cours. 7 autres personnes ont été blessées, a-t-il écrit sur Telegram. Le récap. Le ministre de la Défense russe a de son côté annoncé avoir intercepté 31 drones ukrainiens dans la nuit. Une attaque de drones a visé la raffinerie de Kirishi, dans la région de Leningrad, a indiqué Alexandre Drozdenko, gouverneur de la région. Ça veut dire que même l'Ukraine de son côté avait décidé d'attaquer. Je le précise pourquoi. Tant que les accords n'ont pas été signés, rien n'est fait. Ce n'est pas parce que les gars sont en train d'envisager les accords que ça veut dire qu'ils doivent baisser la garde. Pas du tout. Ils peuvent prétendre être en train de vouloir signer les accords et après ils profitent du fait que vous baissiez la garde pour vous attaquer et ensuite dire on n'avait rien signé, on n'avait rien signé, on n'avait rien signé. Donc du côté de l'Ukraine, vous avez entendu, ils ont aussi envoyé des dizaines de drones. Ça a juste été neutralisé. Les forces de défense aérienne ont abattu un drone en approche et en ont détruit un autre au-dessus du territoire de l'entreprise. La structure externe de l'un des réservoirs a été endommagée par la chute de débris, a-t-il indiqué sur Telegram. Si les menaces de Washington sont sans conséquence sur les attaques russes, les initiatives prises au détriment de l'Ukraine, elles, se sont immédiatement concrétisées. Quelques jours après l'annonce de la pause de l'aide militaire à disposition de l'Ukraine, les États-Unis ont ainsi temporairement suspendu vendredi l'accès de l'Ukraine à son imagerie spatiale, a annoncé vendredi un porte-parole de la National Geospatial Intelligence Agency, NGI. Soufflant le chaud et le froid, le président américain Donald Trump, qui s'est emporté contre Volodymyr Zelensky lors de la visite de ce dernier à Washington le 28 février, a ainsi déclaré qu'il trouvait plus facile de traiter avec la Russie qu'avec l'Ukraine dans le cadre des efforts pour mettre fin à la guerre, quelques jours avant des pourparlers prévus en Arabie Saoudite entre négociateurs américains et ukrainiens. Je trouve franchement qu'il est plus difficile de traiter avec l'Ukraine, qui n'a pas les cartes en main, a-t-il répété. Il est peut-être plus facile de traiter avec la Russie. Après un entretien avec son homologue ukrainien Andriy Sybiga vendredi, son secrétaire d'État Marco Rubio a souligné que le président Trump est déterminé à mettre fin à la guerre dès que possible et a insisté sur le fait que toutes les parties doivent prendre des mesures pour garantir une paix durable. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, soutenu par l'Union européenne, mais malmené par son homologue américain qui a repris à son compte l'argumentaire du Kremlin, a de son côté de nouveau réclamé l'instauration dans un premier temps d'une trêve des frappes aériennes, voyant dans la dernière salve une nouvelle preuve du peu de disposition de Moscou pour la paix. C'est ça même. De l'autre côté, on cherche les excuses. Ou qui a refusé de signer l'accord de base, je suis sûr que ce n'est pas la Russie. Et maintenant, c'est Donald Trump qu'on accuse d'être un agent russe, n'est-ce pas? L'expression, c'était quoi là? Reprendre le narratif de la Russie. Maintenant, c'est Donald Trump qui est un agent russe. Parce que vous, dès que quelque chose ne va pas dans votre sens, c'est que X travaille pour Y. Tellement vous avez l'habitude de corrompre les gens que vous pensez que tout le monde est corrompu. Trump, lui, il a été clair. Il l'a toujours été. La seule entité pour qui il travaille, ce sont les États-Unis d'Amérique, c'est tout. Tout ce qui compte pour lui, ce sont les intérêts des États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas dit des Américains, oh. J'ai dit des États-Unis d'Amérique. Voilà. Faites pas comme si vous ne comprenez pas la différence entre les deux. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celles qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensy Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description.
Revenons au sujet. On va commencer tout de suite, si vous êtes d'accord, par ces images qui ont marqué notre matinée, surtout celle des Ukrainiens. Regardez le résultat peut-être de ce coup de poignard de Donald Trump dans le dos de l'Ukraine il y a 2 jours maintenant. Moscou a cette nuit en effet lancé une vaste série de frappes de drones, de missiles. J'aime bien la rhétorique qu'ils ont maintenant. Actuellement, ce sont les États-Unis, les traîtres, Donald Trump, le traître. C'est très drôle. Ça me fait d'autant plus rire qu'on se rend compte à quel point eux-mêmes, c'est-à-dire la France, l'Europe, a cette appétence à trahir tous les accords que ces gars signent. À chaque fois qu'ils signent un truc et qu'ensuite cette chose-là n'était pas dans leur intérêt de base, ils n'obéissent à rien, ils ne respectent rien. Quand on parle des traîtrises, il n'y a pas plus traître qu'eux. Et ensuite, et c'est toujours ça qui est très intéressant, c'est de voir à quel point ils partagent la même culture avec les Américains, mais se disent malgré tout que ce n'est pas la même chose. Vraiment. Moscou a cette nuit en effet lancé une vaste série de frappes de drones, de missiles, sans que la défense antiaérienne ne puisse réellement intervenir. Conséquence possible de l'arrêt par Washington de son aide en matière de renseignement et d'interception pris il y a 2 jours. Comme ils l'avaient prévu, les Russes ont profité de l'occasion offerte par les Américains pour cibler les infrastructures. On reviendra d'ailleurs dans la présence du ciel ukrainien de 3 Mirage 2000. Très intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment frappé jusqu'à l'autre bout de l'Ukraine. Waouh! Voilà les retombées. Livrés il y a quelques jours par la France qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On va retrouver aussi dans un instant Charline Hurel et Camille Souhaut, nos envoyés spéciaux à Irpin. Mais d'abord, je voulais que l'on écoute ce commandant du commando Azov. Il avait prévenu de ce qu'il allait arriver. Nous avons vraiment besoin d'aide avec les missiles patriotes, qui couvrent les infrastructures critiques, les villes civiles, les villes densément peuplées, où ils voleront et où les civils seront tués en premier lieu. Alors, globalement, c'est ce que j'expliquais hier dans la vidéo qui faisait le débriefing de cette question. En gros, les patriotes sont les systèmes de défense américains. Et actuellement, il y en a 6 en Ukraine et les 6 couvrent les grandes métropoles ukrainiennes. Résultat, ce sont eux qui protègent en fait les grandes métropoles de toutes les attaques. Sauf que toutes les munitions des patriotes sont fabriquées aux États-Unis, exclusivement produites aux États-Unis. Ça veut dire que même s'ils ont l'engin, ils n'ont plus les munitions et ce sont les munitions techniquement qui vont contrecarrer les attaques aériennes. Donc, comme il n'y a que 6 et qu'ils sont à court de munitions, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont devoir choisir en Ukraine les villes qu'ils vont protéger, les grandes métropoles qu'ils vont protéger et celles qu'ils vont délaisser. Celles qu'ils vont délaisser seront immédiatement frappées. C'est ça le truc. Et je faisais comprendre dans les explications d'hier que les Mirage 2000 et d'autres fabrications européennes n'ont certainement pas le niveau de ceux des Américains. Ils n'ont tellement pas le niveau que oui, ils arrivent quand même à bloquer 2-3 éléments, mais il y a quand même des obus qui arrivent à passer et arrivent suffisamment à passer pour pouvoir atteindre toutes les cibles. Ça veut dire là en fait que l'Ukraine est bredouille. Et le temps même d'ailleurs que tout s'accorde, que tout se signe, que tout se signale, que tout se prépare, d'ici là l'Ukraine sera déjà annexée si l'Ukraine ne signe pas. Il y aura déjà eu une défaite complète du territoire. En fait, je me rends compte que cette stratégie de Poutine vise à encore plus mettre la pression à Zelensky, son gouvernement, les services secrets ukrainiens et j'en passe. Bref, tous ces décideurs-là pour qu'ils imposent la signature des accords. Vous voyez que très rapidement, dès que Trump a retiré l'aide militaire américaine, les frappes sont passées. C'est pour mettre la pression. Ce n'est même pas impossible que Trump ait dit là avec Poutine. Ok, nous on va désactiver à partir de telle période, donc préparez-vous déjà. Vous allez faire X, Y, Z, on va faire X, Y dégâts et après on va voir ce que ça donne. Puisqu'actuellement la Russie est en mode faisons la paix. C'est seulement si les autres sont en mode on va en guerre qu'eux aussi ils vont déclencher une guerre. On est d'accord que s'ils voulaient vraiment à partir de là faire beaucoup plus de dégâts que ce qu'ils ont fait, ils pouvaient. Ils n'ont plus l'aide américaine, ils n'ont plus les cartographies américaines, ils n'ont plus les espions américains, ils n'ont plus les renseignements américains, ils n'ont plus les armes américaines, ils n'ont plus les munitions américaines, ils n'ont plus rien, ils sont bredouilles. Et je répète, l'Europe est tellement insignifiante dans ça que même leur présence depuis le début n'apportait pas une si grande valeur que ça. Et tout ça, c'était il y a moins de 48 heures. On va retrouver Charline Hurel et Camille Souhaut. Merci beaucoup à toutes les deux. Je le disais, vous êtes à Irpin. Cette trahison des Américains pour faire plier l'Ukraine, obliger Zelensky à accepter à leurs conditions la paix. On le savait, là où vous êtes, que ça allait avoir de lourdes conséquences. C'est ce qui est arrivé.
Trahison des Américains. Trump avait signé quelque chose avec vous. Vous n'avez encore rien vu. Bande de traîtres. Tous les traîtres, autant qu'ils sont. Oui, c'est extrêmement compliqué. C'est vrai que le mot trahison revient en permanence dans leurs mots. Et puis, c'est pour cela aussi qu'on s'est mis ici à Irpin. Vous savez, c'était la grande bataille d'Irpin il y a 3 ans parce que les esprits sont toujours marqués après 3 ans. Et désormais, eh bien, ce coup de poignard, comme on l'appelle dans les médias ukrainiens, pose beaucoup de questions. Il y a en effet les infrastructures civiles qui ne pourraient plus être protégées avec la suspension de l'aide militaire américaine. Et donc, vous l'avez dit, cette attaque, cette nuit, avec cette pensée des Ukrainiens, est-ce que les Russes n'en profiteraient pas pour saturer le ciel en lançant beaucoup de drones, beaucoup de missiles, pour user les stocks de missiles antiaériens ukrainiens, donc qui proviennent aussi de l'Amérique, afin qu'après ils ne puissent plus se défendre. Ça, c'est ce qui concerne les infrastructures civiles. Et puis il y a aussi la situation sur le front, très complexe, avec la suspension des renseignements américains. Certains soldats nous disent: nous sommes coupés de certains systèmes, nous n'avons plus accès aujourd'hui aux cartes d'une entreprise américaine qui pouvait nous donner des emplacements stratégiques occupés par les Russes. Voilà à quoi sont confrontés les Ukrainiens qui nous décrivent un brouillard complet depuis au moins cette semaine. Merci beaucoup Charline, merci à Camille qui vous accompagne. On s'en doutait Xavier, on l'avait même dit ici sur ce plateau, bien évidemment. Moscou en profiterait. Moscou en profite et va en profiter de plus en plus parce qu'il y a encore des munitions, notamment pour les patriotes. On nous parlait à l'instant Charline. Ça risque d'être effectivement de pire en pire. C'est un vrai coup de poignard dans le dos, une vraie trahison de la part de Donald Trump. Et là, ça vise directement les civils, les infrastructures énergétiques, toujours pareil. Hein. C'est le chauffage, l'électricité, l'eau chaude pour les Ukrainiens. Et on a vu la carte tout à l'heure, ça va jusqu'à la frontière de la Pologne et de la Roumanie. En fait, une ville que je connais bien qui s'appelle Ivano-Frankivsk, on le voit, c'est totalement à l'ouest de l'Ukraine, c'est extrêmement loin du front, Ternopil aussi. Et en fait, les Ukrainiens sont de plus en plus, peut-être pas aveugles, mais au moins myopes. On pense notamment au décollage des bombardiers depuis des aéroports assez éloignés en Russie, qui pouvaient être prévenus grâce aux renseignements américains. Ça sera de moins en moins le cas. On sait que les civils ukrainiens, certaines fois, étaient alertés quasiment 2 heures à l'avance d'un bombardement possible dans certaines zones. Ça devrait ne plus être le cas et ça risque d'être très dangereux, notamment pour les civils. Et puis, quand vous voyez la carte, regardez, ça c'est la Russie. Ils ont réussi à frapper des zones qui sont à l'extrême ouest de l'Ukraine. Ça veut dire qu'ils ont envoyé des missiles, je ne sais où, ce ne sera pas forcément net au niveau des frontières, mais les missiles sont partis de la Russie, peut-être à plusieurs kilomètres dans le territoire, pour arriver à l'extrême ouest de l'Ukraine. Et l'armée ukrainienne n'a rien vu venir parce qu'ils n'ont plus d'informations, ils n'ont plus de renseignements. Ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire et comment est-ce qu'ils doivent agir, vu qu'ils n'ont pas d'informations. Et comme le type dit, si je me base sur ce que le journaliste l'a dit, vraiment, admettons que ce soit vrai, si avant ils étaient prévenus 2 heures à l'avance, on parle des civils, et que là ils n'ont plus du tout de personnes qui les prévenaient, vous voyez en fait la marge de manœuvre que tu peux avoir quand tu as 2 heures d'avance sur le fait qu'on te dise qu'on va t'attaquer. Ce ne sera peut-être pas suffisant pour faire survivre tout le monde, mais une grande majorité de personnes peuvent au moins évacuer les zones à fort risque. Les gens qui aiment la guerre, là, c'est parce qu'ils n'ont jamais été dans un environnement où il y a vraiment la guerre. Ils comprendront que la guerre n'est rien d'amusant et jamais ce n'est intéressant. Mais bon, ce sont toujours ceux qui restent tranquillement assis dans leur canapé qui envoient les autres faire la guerre. Et là, les États-Unis ont annoncé avant-hier qu'ils arrêteraient donc tout ce qui était donc engagement au niveau de la cybersécurité sur la Russie. Donc on a l'impression qu'on veut forcer l'Ukraine de manière générale à tout accepter. Donc c'est une capitulation d'une part. Deuxièmement, c'est un cessez-le-feu. Ça ne veut pas dire en fait la paix. Et ce que disent les Ukrainiens, et c'est ce que disait Xavier à l'instant, c'est une trahison. Et en même temps, on nous force à plier alors que le temps joue pour Poutine. Poutine, on sait très bien qu'il recommencera sur l'Ukraine, sur les pays limitrophes. Je suis passé par quelques pays européens pour rentrer et sortir d'Ukraine, la Moldavie qui n'est pas encore dans l'Europe mais qui est un pays romanophone, la Roumanie bien sûr, la Pologne, les pays baltes. Donc c'est inquiétant et c'est-à-dire que les Américains n'ont pas la dimension du temps. Grosso modo, on est dans le court terme alors que Poutine, lui, raisonne sur le long terme. Alors, qu'est-ce que le gars s'y raconte? En gros, il explique que oui, ce que la Russie va faire, c'est qu'à un moment donné ou un autre, elle va recommencer avec un pays limitrophe. Or, ce n'est pas vrai. Étant donné que à chaque fois que la Russie intervient, c'est simplement pour sécuriser son environnement immédiat. Les gens, en fait, qui ont même la notion du temps, ce sont les Américains. Parce que quand les Américains, après la chute du mur de Berlin, ont commencé à étendre l'OTAN, depuis cet instant-là, la Russie, parce que l'URSS était décédée, donc la Russie qui a remplacé l'URSS,
a fait comprendre qu'ils ne veulent pas une extension de l'OTAN. Mais depuis cette période-là, chaque année, l'OTAN ne fait que prendre la place, prendre la place, prendre la place, prendre la place, prendre la place. Les différentes stratégies qui ont mené l'OTAN aux portes de la Russie ont été patiemment menées par différents acteurs, différents présidents aux États-Unis. Tous suivaient le même calendrier. Maintenant, il essaie de faire comme si le filou, comme si le renard, c'était la Russie. Or, pas du tout. Ceux qui sont particulièrement mal intentionnés ici, c'est l'OTAN. Parce que l'OTAN prend le temps de mettre en place des grilles comme ça. Et après, dès que tu veux sortir, tu te rends compte que tu es enfermé de toutes parts et on peut t'attaquer de n'importe où. Là, ils sont en train de faire de l'inversion accusatoire. Ce n'est pas la Russie qui est patiente et prend le temps d'attaquer les voisins. Non, c'est l'OTAN qui est très patiente et prend le temps de conquérir zone par zone pour encercler la Russie. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi cette animosité de l'Occident, du monde occidentalo-américain, pourquoi est-ce qu'ils ont cette animosité envers la Russie? Ça découle de quoi? De quelle histoire? De quel fait? Pour ceux que le sujet intéresse, c'est là où ils doivent commencer à chercher ça. Et non pas sur des plateaux télé où ils essaient de raconter tout et n'importe quoi parce que voilà, c'est eux qui ont la parole. Alors, dans un instant, on va parler des relations détestables qui se sont encore empirées hier entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Macron lui a même dit encore quoi à Poutine? Il n'est pas fatigué qu'on l'humilie. Voici même d'ailleurs Dimitri Medvedev, le ministre des Affaires extérieures russe, qui répond à Emmanuel Macron après son discours va-t-en-guerre là qu'il a fait. Конечно, это угроза в адрес России. Если нас считают угрозой, собирают встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии. Говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России. Это, конечно же, угроза. В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели против России воевать, Наполеона, Гитлера, господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили, надо завоевать Россию, надо Россию победить. Он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозу Франции и Европе. Que les pays de l'Europe continuent. Quand la Russie va vraiment les toucher, ils vont s'asseoir comme ça, ils vont dire, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez qu'on continue cette affaire? Pour l'Ukraine, cela peut prendre un certain temps pour que ses fournitures militaires s'épuisent. Mais la coupure des renseignements a un effet immédiat. Selon vous, quel est l'effet aujourd'hui? Et quel sera l'effet si cela continue pendant encore une semaine, ou 2, ou 3? La meilleure façon de décrire cela est de dire que c'est comme frapper une mule avec une planche sur le nez. Vous avez attiré leur attention, et c'est très important évidemment en raison du soutien que nous apportons. Mais c'est une façon d'attirer l'attention. Mais c'est une pause, ce n'est pas une fin, et c'est ensuite à eux de le faire. Et je sais que les partenaires alliés qui ont quelque chose à voir avec le soutien des États-Unis sont eux aussi en quelque sorte en pause. Donc je veux dire, chaque fois qu'en tant que militaire vous déplacez des ressources provenant principalement de la communauté du renseignement, c'est assez significatif. Touché. Il a raison, il a raison, il a raison. Stopper cette guerre à tout prix et à tous les prix. Ils veulent stopper la guerre. Point. Donc si pour passer par le fait de stopper la guerre, ils doivent vous faire réaliser que sans eux, vous ne vous en sortez pas. C'est un moyen comme un autre. De toute façon, ça fera en sorte qu'il y ait moins de pertes, globalement. Et il y a une personne qui écrit en commentaire que, avec tout ce qui se passe là, on comprend aujourd'hui que la Russie était en guerre contre l'Europe et les États-Unis. Et en étant en guerre contre l'Europe et les États-Unis, ils ont tenu 3 ans. Respect. Cette peur que vous avez témoigne et montre que la Russie n'a jamais fait la guerre avec l'Ukraine, mais uniquement avec les Occidentaux qui sont ensemble. Tous les systèmes de défense européens n'ont pas pu faire quelque chose. Donc avec tous les systèmes de défense européens, là, rien n'a pu être fait pour empêcher la Russie de frapper l'Ukraine. Il y a une personne qui explique que n'emmerdez pas les gens. Parce qu'il fallait respecter de base les accords de Minsk. Et si c'était respecté, on n'en serait pas là. Finalement, Trump avait raison de dire à Zelensky que vous avez le courage, mais vous ne pouvez pas tenir sans les Américains. En fait, c'est même pas que Zelensky a le courage, c'est simplement que Zelensky n'est pas sur le front, c'est tout. Parce qu'un Zelensky sur le front, je vous promets qu'il pisse sur lui et il arrête la guerre immédiatement. Hein. Ce n'est pas à peu près. Je croyais que l'Europe avait pris le relais, mais non, mais non.
L'Europe ne peut pas prendre le relais. Avec quelle arme, quelle capacité? Rien, du moins, quelle capacité face à la Russie. Ils ne sont même pas à côté du fait d'avoir le niveau de la Russie. Aujourd'hui, les Européens et les journalistes parlent de trahison. Or, Trump fait ce qu'il a promis. Trump avait fait des promesses claires pendant sa campagne, non? Que s'il arrive au pouvoir, il va arrêter la guerre. Aujourd'hui, il parle de trahison. Qui a trahi qui? Lui, il fait ce qu'il avait promis de faire. Et rendez-vous compte qu'il y a quelques jours, la Russie a bombardé un navire qui était en train de transporter des armes à l'Ukraine. Un navire anglais cette fois-là. Selon certaines sources, un navire transportant des armes britanniques aurait été coulé par un missile russe à Odessa. Le 1er mars 2025, une attaque au missile aurait visé le navire porte-conteneur MSC Levant dans le port de Odessa. Selon les sources russes, ce navire qui bat le pavillon panaméen et qui est détenu par une société suisse transportait des armes britanniques destinées à l'Ukraine. Le navire avait chargé des drones maritimes et d'autres armements dans une base de l'OTAN en Turquie avant de se diriger vers Odessa. L'attaque a provoqué une explosion massive. Cette déflagration aurait blessé des travailleurs portuaires et endommagé des infrastructures portuaires. Évidemment, l'Ukraine dément la présence d'armes sur le bateau. Les autorités ukrainiennes contestent les affirmations russes concernant la nature de la cargaison. Le vice-premier ministre ukrainien déclare que le navire transportait une cargaison entièrement civile. Mais aucune preuve n'a été fournie par les sources ukrainiennes. Les missiles utilisés lors de cette attaque sont des missiles balistiques à courte portée de nouvelle génération qui ont été développés par la Russie. Ils peuvent être équipés d'ogives conventionnelles ou nucléaires et ont une portée officielle de moins de 500 km. C'est quand même long, 500 km. Bien que certains analystes estiment qu'elles pourraient aller au-delà de 500 km. 500 km, je vous assure, c'est quand même beaucoup. 500 km, c'est le trajet entre plusieurs villes parfois. Donc voilà. Avant que les journalistes ou des politiciens européens prétendent venir donner des leçons à qui que ce soit, qu'ils aillent d'abord commencer par rendre l'argent qu'ils ont volé. Après, peut-être que la Russie pourra les écouter. La Russie a critiqué la décision de l'Angleterre d'allouer à l'Ukraine les premiers bénéfices tirés des avoirs russes qui ont été gelés. Ils accusent Londres d'enfreindre les principes du droit international et affirment que tous ces montants vont tôt ou tard être restitués à Moscou, de gré ou de force. Le président de la Douma d'État a dénoncé le 7 mars le transfert de 971 millions de dollars, donc pratiquement 1 milliard de dollars, issus des intérêts générés des fonds russes bloqués. Selon lui, cette initiative représente une violation manifeste du droit international et pourrait compromettre durablement la stabilité financière mondiale. Ce qu'ils offrent aujourd'hui avec tant de générosité, ils devront le rendre à la Russie. C'est ce qu'il a déclaré, soulignant que cette décision ébranle le principe fondamental de l'inviolabilité des biens, ce qui est la pierre angulaire du système financier mondial. Et d'ailleurs, je rajoute que c'est la pierre angulaire du capitalisme. C'est le principe même du capitalisme, n'est-ce pas? La propriété privée. Ce qui est à moi et on n'y touche pas. Comment des États osent donc venir prendre les biens qui appartiennent à autrui? Donc vous voyez que finalement, ils ont tourné en rond pour finir par faire le communisme. Les sauvages. Volodine, président de la Douma, a également mis en parallèle cette mesure avec la politique américaine en Ukraine, expliquant qu'il y aura une remise en cause dans le futur. Il fait comprendre que de la même manière que Trump doit aujourd'hui revenir sur les décisions irréfléchies de Biden concernant l'Ukraine et les transferts d'argent, d'équipements, l'aide massive et j'en passe, il va venir un temps où cette initiative des Européens sera aussi contestée et on va leur demander de tout rembourser cela. Donc, en guise de réponse, il a averti que la Russie pourrait désormais adopter une approche similaire en saisissant les actifs britanniques présents sur son territoire. Et le 7 mars, l'Ukraine a confirmé, très content, avoir reçu une première tranche de 971 millions de dollars, pratiquement 1 milliard, de la part du Royaume-Uni dans le cadre du programme du G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine, en abrégé ERA. Ce dispositif ambitionne donc de mobiliser 50 milliards de dollars pour donner à Kiev en utilisant les revenus générés par les actifs russes bloqués dans les pays occidentaux. Donc, ils utilisent l'argent des Russes pour armer les Ukrainiens qui vont attaquer les Russes. D'après le Times, le Royaume-Uni détient environ 33 milliards de dollars d'avoirs de la Banque centrale de Russie, ainsi que 23 milliards de dollars appartenant à des ressortissants russes, visés par les sanctions, les milliardaires, les hommes d'affaires et j'en passe. Ce versement constitue la première application concrète de ces fonds à des fins de soutien militaire et économique à l'Ukraine. Le premier ministre ukrainien, Denis Shmyhal, a indiqué sur Telegram que cet argent va servir, comme d'habitude, à renforcer les capacités de défense du pays et blablabla.
De son côté, Kiev espère que l'ensemble des actifs, donc tout l'argent là, dans l'ensemble des actifs souverains russes gelés, va finir par être définitivement confisqué et donné comme ça à la Russie. Et les Ukrainiens acceptent encore. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé avec Trump. Parce qu'après, quand on va leur demander de rendre l'argent, ils vont encore bégayer sur les plateaux télé. Depuis plusieurs mois, la Russie qualifie de vol pur et simple le gel et l'exploitation de ses fonds par les puissances occidentales. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, avait déjà mis en garde contre de potentielles actions judiciaires en cas de transfert de ses actifs. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, avait également rappelé que Moscou pourrait riposter en prenant des mesures similaires, notamment en conservant les fonds occidentaux, tous les fonds occidentaux encore présents sur le territoire russe. Depuis le début du conflit, l'Union européenne et les pays du G7 ont gelé 300 milliards d'euros d'avoirs russes, dont 200 milliards sont détenus par des institutions financières européennes. Cette décision du Royaume-Uni de donner l'argent là à l'Ukraine marque un nouveau tournant dans l'exploitation de ces fonds et risque d'exacerber encore plus les tensions entre Moscou et tous les pays de l'Occident. Ils l'ont dit, ils ne vont pas oublier. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo et je vous laisse avec la question. Quel est le rôle des bases militaires étrangères, notamment françaises et américaines, dans la lutte contre le terrorisme au Sahel? A. Elles sont principalement utilisées pour la formation des armées locales et le soutien logistique dans les opérations contre les groupes djihadistes. B. Elles servent de point de départ pour des interventions militaires et des bases de renseignement pour les frappes aériennes ciblées. C. Elles ont un rôle purement symbolique et leur présence n'a que très peu d'impact sur la lutte contre le terrorisme. D. Elles sont principalement utilisées pour surveiller les routes commerciales entre le Sahel et l'Afrique du Nord.